Il existe des secrets que les régimes n'ont pas besoin d'interdire. Ils disparaissent d'eux-mêmes, parce que tout le monde a trop peur pour les nommer. Voici un de ces secrets. Une femme, une voix qui a traversé tous les continents africains, et un homme, les fils de l'homme les plus puissants du Zaïre. Leur relation n'a jamais été confirmée par un document d'État. Elle n'a jamais été niée non plus. Et c'est précisément ces vides, ces silences parfaits, organisés, total, qui est la preuve la plus éloquente qu'il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, les archives, les témoignages et les silences vont parler à leur place. Qui était Mpongolov avant que les Zaïres la connaissent? Avant de comprendre la relation, il faut comprendre la femme. Parce que Mpongolov n'était pas seulement une chanteuse. Elle était une contradiction vivante dans un pays qui ne supportait pas les contradictions. Elle naît en 1956 à Boma, au bord du fleuve Congo. Son vrai nom, Aimée Françoise Mpongo Landi. Et dès le début, sa vie est marquée par un paradoxe que peu de gens connaissent. Son père, le commandant Gilbert Mpongo, est un officier militaire qui va entrer dans les livres d'histoire congolaise pour une raison précise, et une seule. C'est lui qui a arrêté Patrice Lumumba en décembre 1960. La fille de l'homme qui a livré Lumumba à ses ennemis. À Mobutu, entre autres, va devenir 20 ans plus tard la voix la plus aimée du Zaïre. Et selon la mémoire populaire congolaise, elle va se retrouver dans les bras du fils de celui qui a bénéficié de cet acte. L'histoire du Congo ne s'écrit pas en ligne droite, elle s'écrit en cercle. Son père meurt quand elle est encore enfant, dans un règlement de comptes politico-militaire, disent les archives. Les termes est pudique. Dans les Zaïre des années 1960, cela veut dire qu'il a servi ses maîtres et que ses maîtres n'ont plus eu besoin de lui. Mpongo grandit son père. Elle grandit dans un pays qui efface ses propres témoins. Mais elle a quelque chose que les régimes ne peuvent pas confisquer, une voix. Ces soirs-là, on est en 1975, à Kinshasa. Les haut-parleurs du quartier diffusent encore Franco et TP Okeja. C'est dans ce bruit-là, cette chaleur sonore que tout Kinshasa partage comme un seul corps, qu'une femme entre sur scène pour la première fois au Ciné Palladium. Elle a 19 ans. Les musiciens Mpompo Loai l'a repéré. Il sait ce qu'il tient. Et Kinshasa, ce soir-là, comprend aussi. Ce que les biographies oublient souvent de mentionner, Mpongolov n'est pas seulement une découverte artistique. Elle est une héritière, pas d'une fortune, mais d'une position de l'architecture invisible du pouvoir zaïrois. Son père a rendu un service irremplaçable au régime. Et dans les Zaïres de Mobutu, les dettes politiques ne s'oublient pas. Elles se remboursent, parfois en faveur, parfois en protection, parfois en silence, organisées autour d'une femme qui monte. Pourquoi ce moment précis a tout changé? En 1977, Mpongolov représente les Zaïres au Festac de Lagos, les festivals des arts et de la culture africaine, aux côtés des Franco lui-même. Imaginez ce que ça représente, une femme de 20 ans sur la scène la plus importante d'Afrique noire, devant 40 nations. Et cette même année, elle sort Ndaya. Ndaya en lingala, les mots portent à la fois la plainte et l'ironie. La chanson dénonce la polygamie. Elle dit, avec une clarté qui fait scandale dans les Zaïres de Mobutu, « Je refuse d'être la deuxième femme d'un homme de pouvoir ». La chanson fait scandale. Elle rencontre un succès immense auprès des femmes et elle propulse Mpongolov dans une catégorie rare, celle des artistes que les régimes n'osent pas faire taire. Parce que les faire taire coûterait trop cher politiquement, mais qu'il ne peut pas non plus laisser parler librement. Elle devient une femme trop visible pour être ignorée et trop indépendante pour être contrôlée facilement. Il y a une tension que la biographie de Mpongolov évacue trop vite. Comment
Une artiste qui chante contre la polygamie peut-elle prospérer dans un régime où la polygamie était officialisée et pratiquée par la majorité des hommes politiques? Leurs patrons, leurs servants des modèles? La réponse est peut-être là. Elle était protégée de l'intérieur par quelqu'un qui avait intérêt à ce qu'elle reste en vie, en voix et en liberté relative. La question que personne n'a posée directement dans les archives disponibles, c'est celle-ci. Qui finançait la résidence de Mpongolov à Mbiza Ozone? Mbiza Ozone prenait le temps de visualiser ces quartiers. Ce n'est pas un quartier d'artistes. Ce n'est pas un quartier populaire de Kinshasa. C'est les quartiers des ambassadeurs, des ministres, des officiers supérieurs. C'est la bulle des verres dans laquelle les régimes protègent ses serviteurs et ses secrets. Une chanteuse de 25 ans, aussi brillante soit-elle, ne s'installe pas en Mbiza Ozone par hasard, pas au Zaïre de Mobutu. C'est que personne n'était dit sur cette période. Il faut maintenant vous parler de Niwa. Jean-Paul Niwa Mobutu. Il choisit le prénom Niwa en 1971, conforme à la politique d'authenticité que son père impose au pays entier. Et l'aîné des enfants du maréchal. Né en 1955. Il a donc un an de plus que Pongolov. Il grandit dans une cage dorée dont son père lui-même a dessiné les barreaux. Mobutu lui écrit une lettre célèbre en 1973. Cette lettre révèle tout ce que le maréchal n'avoue jamais en public et ses injonctions à son fils. Sois prudent, sois vigilant, ne fais confiance à personne. Un père qui dit à son fils de ne faire confiance à personne lui dit aussi implicitement ne te montre jamais, ne sois jamais visible dans ta vie privée, parce que ta vie privée est un outil entre les mains de mes ennemis. Voilà pourquoi Niwa n'a jamais eu d'épouse officielle connue. Voilà pourquoi les archives ne mentionnent aucune relation publique. Ce n'est pas l'absence d'une vie amoureuse, c'est l'effacement systématique de cette vie amoureuse par discipline politique. Les fonctions de Niwa dans les régimes confirment ces tableaux. Il devient secrétaire d'État aux affaires étrangères, ambassadeur itinérant. L'héritier désigné présenté à la Cour internationale comme le futur Mobutu, un homme dont chaque geste est calculé, chaque apparition mise en scène, chaque relation personnelle potentiellement instrumentalisée ou effacée, et c'est dans cette période, entre 1980 et 1987, selon la mémoire populaire congolaise, que Mpongolov atteint l'apogée de sa carrière, et que les deux trajectoires, selon la rumeur qui circule dans la diaspora, se croisent. Voici ce que la mémoire orale congolaise, les forums, les groupes de la diaspora à Paris, à Bruxelles, à Montréal racontent avec une cohérence troublante. Pongolov aurait été la maîtresse de Niwa Mobutu, probablement entre 1980 et 1987. La relation aurait été tenue secrète par ordre direct, pas des Niwa, mais des Mobutu père, parce que l'héritier désigné ne pouvait pas se permettre d'être associé publiquement à une chanteuse aussi célèbre soit-elle, parce que dans la cour du maréchal, les émotions sont des vulnérabilités, et la rupture ou la mort d'Mpongo aurait brisé quelque chose en Niwa, quelque chose que personne n'a jamais eu l'autorisation de nommer. Est-ce que c'est vrai? Les documents ne le confirment pas. Les archives ne les démentent pas non plus. Ce qui est certain, c'est que les conditions objectives existaient. Même époque, même ville, même milieu. Les mondes fermés, sous contrôle, où artistes et hommes de pouvoir se retrouvaient lors d'événements officiels. Et une connexion familiale historique. Les pères d'Mpongo qui avaient rendu les services suprêmes aux pères des Niwa, qui rendaient cette proximité culturellement plausible, peut-être même attendue. Maintenant parlons des chansons, parce que Mpongolov, elle, a laissé des indices. Elle les a cachés dans la musique, les seuls espaces où une femme de cette époque pouvait parler sans que le régime puisse l'arrêter. Rébé traduisait cette chanson mot pour mot.
et vous trouvez une femme qui envoie secrètement des gens demander combien coûterait l'amour des rébés. Une femme qui s'est dit prisonnière de l'amour. Un homme dont le nom ne peut pas être prononcé publiquement. Est-ce autobiographique? On ne peut pas l'éprouver, mais la mémoire populaire de Kinshasa l'a toujours entendu comme ça. Et la mémoire populaire dans un pays où la presse était aux ordres est souvent le seul journal qui dit la vérité. Il y a une question que j'ai gardée pour ce moment. Une question à laquelle les archives ne répondent pas et dont l'absence des réponses est la réponse. Qui est le père des enfants de Pongolov? Les biographies mentionnent sa fille, Sandra Mpongo, qui crée en 2005 la fondation Pongolov, dédiée à l'action sociale ou au rayonnement musical de sa mère. Une fondation qui parle de tout, sauf de la vie sentimentale de Mpongolov, sauf du père de Sandra. Ce silence est inhabituellement complet. On ne tait pas l'identité d'un père par inadvertance. On l'a fait parce que la révéler coûterait quelque chose à quelqu'un, vivant ou dont la mémoire est encore puissante. Qui d'autre savait et s'est tu? Il y a des témoins de cette histoire. Plusieurs sont encore en vie, dans la diaspora, à Paris, à Bruxelles, à Kinshasa. Sous Mobutu et même après Mobutu, certains secrets ne se racontent pas. Pas parce qu'on les ignore, pas parce qu'on sait ce qu'il en coûte de les raconter. Les journalistes Daniel Munguia, dans un livre « Histoire secrète du Zaïre », documente les coulisses du régime avec une précision qui lui a valu l'exil. Il mentionne les frasques du régime. Il décrit une culture de la dissimulation systématique. Mais sur Niwa et Mpongo, rien. Ou du moins, rien dans les passages accessibles. C'est vide dans la documentation la plus critique du régime et peut-être les silences les plus éloquents de tous. Qu'est-ce que ça révèle sur notre époque aujourd'hui? Pongolov meurt le 15 janvier 1990. Elle a 34 ans. Les cliniques universitaires de Kinshasa, une méningite cérébrale, dit la version officielle. Sa famille n'a jamais confirmé publiquement les diagnostics. Son frère a parlé d'une forte attaque, sans préciser. Niwa Mobutu meurt le 16 septembre 1994. Il a 38 ans. Du sida, disent les archives. Kinshasa chuchote d'autres choses. Mais ce sont des chuchotements qui n'entrent pas dans une investigation sérieuse. En Popoloaï, les mentors, c'est lui qui avait découvert Mpongolov, c'est lui qui avait lancé sa carrière, décède quelques jours après Mpongo, en janvier 1990. 3 morts dans un périmètre de 4 ans, dans un milieu artistico-politique étroitement lié. Je ne vais pas tout vous dire qu'il y a un complot, les archives n'en révèlent pas. Ça serait vous mentir. Et vous mentir serait trahir les seuls contrats que j'ai avec vous, la vérité des documents, la rigueur des faits et l'honnêteté sur ce qu'on ne sait pas. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Les Zaïre de Mobutu n'étaient pas seulement une dictature politique, c'était un système de production du silence, un système qui effaçait les vies privées des puissants pour que les puissants restent au pouvoir. Et ce système ne s'est pas arrêté à la chute de Mobutu en 1997. Il a survécu dans les familles, dans les fondations, dans les silences des enfants et des proches qui protègent encore aujourd'hui des noms et des mémoires. L'histoire d'Mpongolov et Niwa Mobutu, c'est l'histoire d'un pays qui a transformé l'amour en affaire d'État. L'histoire d'Mpongolov et Niwa Mobutu, c'est l'histoire des 2 enfants de la même tragédie congolaise. L'un héritier d'un trône décent, l'autre fille de l'homme qui avait aidé à les construire. Condamné peut-être à se retrouver certainement à ces terres. C'est l'histoire de tout ce que le Zaïre a enterré vivant et qui chante encore. Et dans les vieilles cassettes qui circulent dans la diaspora, dans les voix de ceux qui se souviennent, dans les silences de ceux qui savent. Si vous avez des éléments, des témoignages, des photos, des documents sur cette relation, laissez-les en commentaire et envoyez-les à la chaîne. Cette investigation n'est pas fermée, elle commence.